Messieurs et dames, il est 11h30. Bonjour et bienvenue dans le 13h. Une réunion du Conseil national de sécurité s'est tenue hier jeudi au Palais de la Présidence de la République en présence du chef de l'État. La réunion a porté essentiellement sur la situation sécuritaire en Côte d'Ivoire et sur l'évolution de la pandémie de Covid. Vous entendrez le communiqué final lu par Fidel Sarasoro, le secrétaire général du CNS. Madame le maire de la commune de Gbeleban, Sita Ouattara, épouse Keïta, a reçu hier jeudi le prix spécial panafricain ICS 2022 du meilleur maire de Côte d'Ivoire. C'était en présence de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, et de plusieurs membres du gouvernement. La junte malienne invite à une importante manifestation prévue ce vendredi donc dans la capitale Bamako à la place de l'indépendance. L'objectif est de dénoncer les sanctions contre le Mali prises lors du dernier sommet des chefs d'État de la CEDEAO. Plusieurs interventions sont prévues lors de ce rassemblement dans la capitale malienne. Quel état des lieux de la situation sécuritaire générale en Côte d'Ivoire? Qu'en est-il de l'évolution de l'épidémie de Covid dans le pays et comment se déroule la campagne de vaccination anti-Covid? Et voilà les points qui ont meublé la dernière réunion du Conseil national de sécurité, réunion qui a eu lieu hier jeudi sous la présidence du chef de l'État. C'est Fidel Sarasoro qui a lu le communiqué final. Vous l'entendrez tout à l'heure en fin de journal. D'ici là, on va s'intéresser aux activités de la première dame Dominique Ouattara qui assistait hier au plateau à une cérémonie de distinction, une cérémonie au cours de laquelle Sita Ouattara Keïta, maire de Gbeleban, a reçu le prix spécial ICS 2022 du meilleur maire de Côte d'Ivoire. Une récompense qu'elle obtient pour les nombreuses actions de développement initiées dans sa commune à Gbeleban. Gbeleban, c'est dans le Kabadougou, au nord de la Côte d'Ivoire. Sita Ouattara, épouse Keïta, maire de la commune de Gbeleban, un engagement total au service de sa population. Prix spécial panafricain ICS du meilleur maire de Côte d'Ivoire pour vos actions et projets de développement. En faveur de Ouattara de Gbeleban, Désignée meilleure maire de Côte d'Ivoire, Madame le maire de Gbeleban reçoit le prix spécial panafricain ICS du meilleur maire de Côte d'Ivoire en présence de Dominique Ouattara, première dame. Dans un film institutionnel présentant l'essentiel de ses actions de développement, l'on note que depuis sa prise de fonction, elle ne ménage aucun effort pour rendre plus coquette la ville de Gbeleban avec un accent particulier mis sur le volet social et ce sont les populations qui en parlent le mieux. Autant d'actions qui ont achevé de convaincre le jury de ICS sur le choix de sa personne comme meilleure maire de Côte d'Ivoire. Pour ses qualités de femme généreuse, travailleuse, perfectionniste, enquêteuse, elle reçoit aujourd'hui le prix panafricain ICS 2021-2022 du meilleur maire de Côte d'Ivoire pour ses projets et actions de développement en faveur de la population de Gbeleban. Une désignation dont s'est réjouie Madame le maire de Gbeleban, rappelant que son action quotidienne s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Alassane Ouattara, de construire une Côte d'Ivoire émergente. Le prix spécial panafricain du meilleur maire 2021-2022 de la Côte d'Ivoire qui m'est attribué. Je le reçois avec humilité et modestie car qu'est-ce qu'une élue locale d'une petite commune comme celle que je dirige pourrait faire pour améliorer le quotidien des populations dont elle a la charge sans une politique de décentralisation bien pensée qui permette aux responsables de ces collectivités territoriales de répondre aux attentes, aux besoins vitaux à ceux qui leur ont confié leur destin. C'est en cela que je voudrais saluer vivement la politique de développement local du chef de l'État qui vise à réduire les disparités régionales et permettre à toutes les entités locales, sans exception, régions, communes, villes, villages et même les hameaux les plus reculés de la Côte d'Ivoire à disposer du minimum d'infrastructures à même de garantir une vie décente aux populations.
La première dame Dominique Ouattara, plusieurs membres du gouvernement, filles et fils du Grand Nord et d'autres régions du pays, par leur présence, saluent cette distinction. Sita Ouattara et Keïta, maire de Gbéléban, entend maximiser davantage sur la formation des jeunes filles, l'urbanisation de la commune avec un nouveau schéma directeur, la modernisation de l'agriculture, la préservation de l'environnement, le financement et la gestion de coopératives agricoles et dans bien d'autres domaines d'activité. La Côte d'Ivoire lance l'amorçage des PME, un programme initié par l'INIE, l'Institut ivoirien de l'entreprise, et financé entre autres par la BIDC, la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO. L'amorçage des PME, c'est donc la création prochaine de quelques 800 entreprises, des très petites ou des PME. Kobena Kwasi Ayumani, le ministre de l'Agriculture, était présent à ce lancement au nom du Premier ministre. Comment va se faire ce programme et quels sont les secteurs concernés? Élément de réponse avec Jean-Louis Gbangbo. C'est l'un des projets phares de l'Institut ivoirien de l'entreprise INIE, le programme amorçage des PME dont le lancement s'est fait ce jour à l'auditorium de la primature se veut un véritable catalyseur de l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. Le programme amorçage vise à doter chaque région d'un pool de PME exerçant dans des filières dont le besoin est important dans notre pays. Ce programme permettra de créer à terme près de 800 PME et TPE, très petites et moyennes entreprises, et plus de 2200 emplois. Pour son lancement, les initiateurs ont misé sur les secteurs de la production de tomates et de poissons tilapia. L'esprit qui nous anime aujourd'hui, c'est que nous voulons vraiment montrer aussi qu'en Côte d'Ivoire, on peut réussir, comme dans les autres pays, à promouvoir ces secteurs d'activité, l'agriculture, la tomate au sol, la pisciculture. Le programme a été conçu sur un modèle de création d'entreprises en réseau qui consiste à dupliquer sur le territoire national un grand nombre d'entreprises viables telles des clones à partir de modèles réussis. Objectif, accélérer la transformation structurelle de l'économie par l'industrialisation, développer le secteur privé et l'investissement. Le potentiel de croissance du programme amorçage est immense, avec plus de 4000 PME et plus de 100 000 emplois potentiellement créés, rien que pour la seule filière du tilapia. Alors quand vous le dupliquez sur les autres filières, vous voyez que l'objectif d'atteinte de création d'emplois visé par le programme Une Côte d'Ivoire solidaire sera largement atteint, au moins dans ces secteurs d'activité. L'État accompagnera ce processus d'industrialisation en mettant en œuvre tout l'écosystème nécessaire aux investissements du secteur privé, a promis le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, qui représentait le Premier ministre à ce lancement. Le grand défi de la Côte d'Ivoire, à l'instar du continent africain, est bien de créer en masse de nouveaux emplois décents et durables, tout en sauvegardant ceux existants. Par ailleurs, il conviendra de lever les nombreux obstacles à l'entrée de nouveaux entrepreneurs sur le marché pour que l'activité économique soit redynamisée au niveau des différents secteurs d'activité en termes de rapport qualité-prix. Ce programme sera réalisé grâce à un prêt de 11 milliards 50 millions à la Côte d'Ivoire, avec comme principaux financiers la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, la BIDC, à hauteur de 6 milliards 50 millions et une banque privée à hauteur de 4,5 milliards de francs CFA. Les promoteurs d'entreprises ont été exhortés à rembourser ces prêts au terme de leur échéance afin de donner la chance à d'autres bénéficiaires. C'était un reportage de Jean-Louis Gbangbo et Ulrich Adongon. C'est reparti. Abidjan est de nouveau une destination et un point de départ des vols de la compagnie aérienne Emirates Airlines. Ces vols ont repris hier jeudi depuis l'arrêt de ses activités le 27 décembre dernier à la suite d'un communiqué. Une reprise des vols qui satisfait les voyageurs, les autorités de l'aviation civile et le gouvernement. Jean-Marc Djadji, Arnaud Kofi. Il est 16h11 quand le Boeing 777-300ER de la compagnie aérienne Emirates Airlines procède au roulage au sol. Il se prépare à décoller sur le numéro EK788 après 18 jours de suspension de vol en provenance d'Abidjan vers Dubaï. La cause de l'arrêt,
Une volonté de l'entreprise au vu de la montée des cas confirmés du variant Omicron dans 10 villes africaines. Le ministère des Transports, par le biais de l'Autorité nationale de l'aviation civile, ANAC, annonce officiellement la reprise des activités de cette compagnie. Aujourd'hui, la compagnie a décidé de reprendre ses vols, ce qui veut dire que les choses vont mieux. Le vol s'est posé à 14h17 à Abidjan et a décollé à 16h19 et tout s'est très bien passé. Les usagers de l'entreprise Dubaïot pourront désormais embarquer vers leur destination de préférence, à l'instar des autres sociétés internationales d'aviation. Le gouvernement, quant à lui, maintient sa politique de renforcement de contrôle à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Objectif, protéger les populations de cette pandémie de la Covid-19 et parer à toute éventualité. Bientôt, l'école ivoirienne passera à l'éducation numérique. Les équipements du projet ont été testés hier par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Ces tests constituent la deuxième étape du projet. La première phase ayant consisté à l'aménagement des salles multimédia dans une soixantaine d'établissements et de CAFOP de Côte d'Ivoire. On en sait plus avec Marie-Loïs Trierou et Grace Kando. Redynamiser le système éducatif, tel est le leitmotiv du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, qui l'illustre bien à travers la mise en place du projet éducation numérique. Le projet permettra de dispenser des cours à distance et faciliter ainsi l'enseignement. Le lycée moderne de jeunes filles de Yopougon accueille la phase de lancement des tests des équipements du dit projet. C'est une joie pour nous d'accueillir le lancement officiel de l'utilisation du projet éducation numérique au sein du lycée moderne de jeunes filles de Yopougon. En vue d'accompagner le gouvernement dans son élan de développement numérique, les partenaires s'engagent à participer à la formation des futurs leaders de demain. Notre motivation première est de doter l'État de Côte d'Ivoire d'un intranet éducatif, de booster la transformation digitale par l'apprentissage et la gestion numérique. La digitalisation du système éducatif occupe une place de choix dans le programme du gouvernement. La responsabilité de chaque acteur est requise pour une meilleure exploitation des acquis de ce projet. Aux enseignants, votre rôle est essentiel dans l'utilisation réussie des outils d'enseignement du projet. À vous les élèves, c'est un outil qui est mis à votre disposition dans le cadre de votre formation scolaire pour l'amélioration de vos acquis et de vos résultats scolaires. Il faudrait donc en prendre soin. Le projet éducation numérique a atteint un taux d'exécution global de 85%. Les villes d'Abidjan, Bonois, Grand-Bassam, Dabou, Yamoussoukro, Bouaké, Odiéné, Daloa et San Pedro sont les bénéficiaires du projet éducation numérique. C'était un reportage de Marie-Loïs Trierou, commenté pour vous par Grace Kando. Elles sont toutes deux du service société de la rédaction. Place au chapitre Covid. Le coronavirus a tué 2 personnes hier jeudi ici en Côte d'Ivoire. 2 morts et 237 nouvelles contaminations. Nous sommes aujourd'hui à 78 495 cas confirmés en Côte d'Ivoire depuis le début de la pandémie pour 747 décès. Et à l'heure où je vous parle, 6079 patients se battent contre le virus. Omicron est le nouveau variant du coronavirus qui sévit en ce moment. Sa contagiosité est ultra rapide. Redoublons de vigilance, redoublons de prudence. C'est la planète entière qui subit donc la furie du monstre Covid. Les États-Unis en font tellement les frais que la Maison-Blanche a souhaité rendre obligatoire la vaccination aux employés des grandes entreprises. La Cour suprême américaine a bloqué hier l'application de cette mesure du président Biden. Les juges ont estimé la mesure inappropriée dans la vie de nombreux Américains. Cette obligation vaccinale, la Maison-Blanche voulait l'imposer aux 84 millions d'employés travaillant dans une entreprise de plus de 100 salariés. Dans le cas contraire, impossible de travailler à moins d'effectuer un test Covid chaque semaine à ses frais.
Rentrons en Côte d'Ivoire, direction le centre du pays, à Tomodi, dans le village de Tontonou, qui a un nouveau chef. Tontonou a donc un nouveau chef et son nom c'est Nanan Kwadio Mathias. Son arrêté de nomination lui a été remis par les autorités préfectorales en présence des filles et fils de la localité et tous ont souhaité la paix et le vivre ensemble à Tontonou. Depuis Tomodi, le reportage de Franck Kwao et Didier Nguessan. Nanan Kwadio Mathias est le nouveau chef du village de Tontonou, localité située à 12 km de Tomodi. Il est intronisé à la place publique du village. Le nouveau chef reçoit son arrêté de nomination des mains des autorités préfectorales de la région. Parrain de la cérémonie, Simplice Conan, directeur de cabinet du président du Sénat, exhorte les fils du village à l'unité autour du nouveau chef, à l'accompagner dans sa nouvelle tâche afin que la localité soit dotée d'infrastructures. Je voudrais, à la suite de mes prédécesseurs, vous demander de toujours accorder une oreille attentive aux dires de Nanan Kwadio Mathias. Le soutenir, c'est soutenir le développement de notre village. Le soutenir, c'est soutenir la cohésion de notre village. Je voudrais insister là-dessus et dire à Nanan Kwadio Mathias qu'à partir d'aujourd'hui, où vous êtes investi de vos attributs de chef, vous êtes intronisé qualité, vous n'appartenez plus à votre famille nucléaire, vous appartenez à tout le village. Le représentant résident de l'agence japonaise de développement a été fait fils du village. Il est habillé en tenue traditionnelle, une manière d'établir une coopération entre le village et l'agence de développement japonaise. C'est un secret de polichinelle. Le Mali subit en ce moment et depuis dimanche les sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA, notamment la fermeture des frontières et les mesures économiques et financières. Et cela à la suite de la volonté de la junte de se maintenir au pouvoir pendant 5 ans encore. Les sanctions devraient être levées progressivement que lorsque les autorités maliennes présenteront un calendrier acceptable. Retour sur cette situation qui prévaut au Mali, un document signé Alexis Ouedraogo. Dimanche, à Accra, la CEDEAO annonce des mesures à l'encontre du Mali. Fermeture de frontières, suspension des échanges commerciaux à l'exception des produits de première nécessité et autres gel des avoirs du pays à la BCEAO. Et pour cause, This is the 6th extraordinary summit. C'est le 6e sommet extraordinaire auquel vos excellences ont participé concernant les questions du Mali et de la Guinée. La proposition officielle qui m'a été soumise par les autorités de la transition sous la responsabilité de son chef indiquait que la période de transition devait durer 5 ans. Par la suite, par une lettre qui m'a été adressée le 7 janvier 2022, soit il y a 2 jours, le chef de la transition malienne a déclaré que la période était désormais modifiée pour être amenée à 4 ans. Arrivé au pouvoir en août 2020, la junte veut continuer à diriger le pays au plus 5 ans, bien loin des promesses d'organiser en février prochain des élections. À Bamako, les réactions sont divergentes. Nous ne sommes pas partants avec cette décision. Faire le bras de fer avec la CEDEAO, c'est pas bien parce que déjà nous sommes aujourd'hui devant des sanctions qui, on ne sait pas où est-ce que ça pourra conduire notre pays. Pour comprendre la crise malienne, il faut remonter à l'heure des indépendances en 1960. Modibo Keïta, le tout premier président élu, est renversé en 1968 par le lieutenant Moussa Traoré. Un régime militaire qui durera 23 ans jusqu'à l'organisation d'élections démocratiques en 1992. Sous les présidents successifs d'Alpha Omar Konaré et d'Ahmadou Toumani Touré, le Mali s'impose comme une démocratie modèle et sert d'exemple. Mais voilà, début 2010, le pays est mis à mal par des rébellions dans le nord-est. La population touareg revendique l'autodétermination. 17 janvier 2012, la rébellion touareg du mouvement national de libération de l'Azawad, MNLA, et d'autres combattants rentrés de Libye frappent le nord du pays. Des dizaines de soldats sont massacrés.
Amadou Toumani Touré est renversé le 22 mars de cette année, accusé d'incompétence face aux rebelles. La France, dans la foulée, lance l'opération Serval pour stopper la progression des djihadistes. Le 1er juillet 2013, la MINUSMA, mission intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, est lancée, prenant le relais d'une force panafricaine. S'en suivra en août l'élection d'Ibrahim Boubacar Keïta. L'opération Serval est remplacée par la force Barkhane qui mobilise, elle, 3000 soldats français à travers le Sahel. Le 5 juin 2020, une manifestation de dizaines de milliers de personnes marque le début d'un mouvement de contestation contre le président Keïta. Le colonel Assimi Goïta entre en scène par un coup d'État dénoncé par la CEDEAO. En septembre, la CEDEAO demande aux autorités de soumettre au plus tard fin octobre un calendrier pour les élections. Les militaires qui ont pris le pouvoir par la force en août 2020 et l'ont conforté par un nouveau putsch en mai 2021 s'engagent à céder la place aux civils après des élections programmées fin février. Le 17 octobre, le président ghanéen, président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, se rend au Mali pour livrer à la junte un message ferme pour la tenue effective des élections en février. Dans la foulée, le pays présente des signes contradictoires en accentuant sa coopération avec des militaires russes. 4 jours avant la rencontre de la CEDEAO, l'ancien président nigérien Goodluck Jonathan, émissaire de la CEDEAO, se rend à Bamako pour lever toutes les équivoques avant la décision de l'institution. Lundi, au lendemain des sanctions, Assimi Goïta lui dit rester ouvert au dialogue avec l'institution. Le Mali reste ouvert au dialogue avec la CEDEAO pour trouver un consensus entre les intérêts supérieurs du peuple malien et le respect des principes fondamentaux de l'organisation. Et si la situation du Mali préoccupe autant, c'est que le pays occupe une position centrale dans la lutte anti-djihadiste, notamment au sein de la force sous-régionale du G5 Sahel. Et à l'appel de la junte malienne, une importante manifestation est prévue ce vendredi même dans la capitale, à Bamako, place de l'Indépendance. L'objectif est de dénoncer les sanctions contre le Mali prises lors du dernier sommet des chefs d'État et de la CEDEAO. Plusieurs interventions sont prévues lors de ce rassemblement dans la capitale malienne. De nombreux hommes et femmes politiques, des responsables d'associations et des mouvements de jeunesse ou encore des citoyens sont attendus à cette manifestation. Le colonel Assimi Goïta a récemment affirmé que malgré tout, son pays n'entend pas fermer à double tour les portes du dialogue avec la CEDEAO. Et malgré tout, la CAN 2021 bat son plein au Cameroun et le Mali y prend part. Tout à l'heure, vous aurez droit au match Sénégal-Guinée. Et ce sera à 14h, à 17h Malawi et Zimbabwe. Et puis à 17h également Maroc-Comores. Et à 20h, ce sera le match Gabon-Ghana. Je vous l'ai dit à l'entame de ce journal, une réunion du Conseil national de sécurité s'est tenue hier au Palais de la Présidence de la République. Écoutons donc le communiqué final lu par Fidel Sarasoro. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a présidé ce jeudi 13 janvier 2022 au Palais de la Présidence de la République une réunion du Conseil national de sécurité. L'ordre du jour a porté sur 2 points, la situation sécuritaire générale et l'évolution de la maladie à coronavirus 2019 en Côte d'Ivoire. Au titre de la situation sécuritaire générale, à la suite de la présentation faite par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil national de sécurité a noté, avec satisfaction, une amélioration de la situation sécuritaire en 2021 par rapport à 2020. Cette amélioration de l'environnement sécuritaire est notamment due aux importants moyens engagés par le gouvernement au cours de l'année 2021 en vue de rendre nos forces de défense et de sécurité plus professionnelles et mieux équipées, mais aussi aux opérations de sécurisation menées régulièrement sur l'ensemble du territoire. Dans ce contexte, le commandant supérieur de la Gendarmerie nationale a informé le Conseil national de sécurité du bon déroulement de l'opération de sécurisation des fêtes de fin d'année dénommée Mirador 2021,
qui a mobilisé plus de 17 000 éléments de la police, de la gendarmerie et des armées. Ainsi, les patrouilles effectuées par nos forces sur toute l'étendue du territoire en vue de la sécurisation des lieux de culte, des espaces de réjouissance et des axes routiers, entre autres, ont permis aux populations de passer de paisibles fêtes de fin d'année. Au regard de ces résultats satisfaisants obtenus en 2021, le président de la République a vivement félicité les ministres en charge de la Défense et de la Sécurité, ainsi que les grands commandements et l'ensemble des forces de défense et de sécurité pour les efforts remarquables déployés. Il les a, en outre, encouragés à poursuivre sur cette lancée. Le Conseil national de sécurité a par ailleurs été informé par le ministre d'État, ministre de la Défense, de la mise en œuvre effective du plan de gestion prévisionnelle des effectifs des armées. Ce plan, qui vise à terme la mise en conformité de notre armée aux standards des armées modernes, permettra de rajeunir les effectifs et d'équilibrer la pyramide des grades. À cet égard, le Conseil national de sécurité a été informé du recrutement et de la formation en cours de 3 000 soldats, du départ volontaire à la retraite de 1 000 sous-officiers et de la reconversion de 1 000 militaires dans des emplois de la fonction publique. Le chef de l'État, qui s'est réjoui de cette initiative, a instruit à ce titre le ministre en charge de la Défense à l'effet de s'assurer du bon déroulement de ce processus. Il a également instruit le secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité à l'effet de coordonner, dans les meilleurs délais, la finalisation de la nouvelle loi de programmation militaire et de la nouvelle loi de programmation des forces de sécurité intérieure. Au titre de l'évolution de la maladie à coronavirus 2019 en Côte d'Ivoire, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a fait un point de situation sur l'évolution de la pandémie de Covid-19 en Côte d'Ivoire. Ainsi, à la date du mercredi 12 janvier 2022, la Côte d'Ivoire dénombrait 78 258 cas confirmés de Covid-19, dont 71 257 guéris, 745 décès et 6 256 cas actifs. Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 enregistrés dans le pays connaît une hausse significative depuis le 21 décembre 2021, avec en moyenne 739 cas par jour. En effet, le nombre de cas notifiés en décembre 2021 est de 9 274 contre 427 en novembre 2021. La moyenne du taux de positivité actuel est de 2,8%, après avoir été au-dessus du seuil d'alerte de 5% sur la période du 21 au 31 décembre 2021. Le taux de guérison, qui est actuellement de 91%, traduit principalement la rapidité et la qualité de la prise en charge par les professionnels de santé. Le nombre de décès connaît une hausse significative, avec 38 décès enregistrés depuis le début du mois de décembre 2021, contre 9 en novembre de la même année. Par ailleurs, la quasi-totalité des personnes décédées n'étaient pas vaccinées. En outre, le ministre en charge de la Santé a indiqué que la flambée des cas positifs observée ces derniers temps est due à plusieurs facteurs, à savoir le contexte mondial actuel marqué par la 5e vague, la progression du variant Omicron dans plusieurs pays dans le monde, y compris la Côte d'Ivoire, et l'augmentation des rassemblements et des interactions sociales lors des festivités de fin d'année. Au titre de la vaccination dans notre pays, le ministre en charge de la Santé a porté à la connaissance du Conseil national de sécurité que 7 776 722 doses de vaccins ont été administrées à la date du 11 janvier 2022, avec 2 271 771 personnes ayant reçu les 2 doses. Dans le Grand Abidjan, qui représente 95% des cas de Covid-19, 55% des populations cibles a reçu la première dose
et 34% est totalement vacciné. Le ministre en charge de la Santé a également informé le Conseil national de sécurité que le processus d'approvisionnement en vaccins se poursuit, avec 16,5 millions de doses reçues à ce jour, ce qui permettra une vaccination ininterrompue des populations tout le long de l'année 2022. Le Conseil national de sécurité, qui a noté avec satisfaction l'amélioration du taux de couverture vaccinale, a cependant instruit le ministre en charge de la Santé à l'effet de prendre les dispositions nécessaires pour qu'au moins 70% des populations cibles soient vaccinées dans le Grand Abidjan d'ici la fin de l'année 2022. Par ailleurs, afin de réduire l'impact de la reprise épidémique, le Conseil national de sécurité a instruit le ministre en charge de la Santé à l'effet d'intensifier davantage la sensibilisation de masse sur le dépistage précoce de la COVID-19, le respect des mesures barrières et la vaccination, de poursuivre la réalisation des tests rapides antigéniques lors des grands rassemblements et de renforcer le parc vaccinal. Le président de la République, au vu des résultats atteints dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 dans notre pays, a réitéré ses félicitations au Premier ministre, au ministre en charge de la Santé, ainsi qu'à tous les acteurs impliqués et les a encouragés à poursuivre leurs efforts en ce sens. Enfin, le chef de l'État a exhorté à nouveau les populations vivant en Côte d'Ivoire au respect scrupuleux des gestes barrières, au dépistage systématique et à la vaccination afin de lutter efficacement contre cette pandémie. Fait à Abidjan le jeudi 13 janvier 2022. Fin de ce journal. Mais avant de nous quitter, je vous rappelle les matchs de ce vendredi 14 janvier. Tout à l'heure à 13h, temps universel, le Sénégal affrontera la Guinée. Il sera 14h au Cameroun et à 16h GMT, 17h heure camerounaise, auront lieu les matchs Malawi-Zimbabwe et Maroc-Comores. Puis le dernier match du jour qui mettra aux prises le Gabon et le Ghana se jouera à 19h temps universel, 20h heure camerounaise. Fin donc de ce journal, à demain 13h.